Un grand merci à lui, sincèrement. Il a su prêter une oreille attentive, sans jamais interrompre ni minimiser. À présent, reprenons le fil avec la même clarté qu'auparavant pour que chacun saisisse pleinement les enjeux. Le scénario se répète encore une fois. Et face à cette répétition troublante, certains agissent comme si de rien n'était. Comme si tout roulait parfaitement, comme si rien ne clochait. Une normalité feinte, un calme qui frôle l'aveuglement. Et aujourd'hui, laissez-moi glisser une vérité. Peut-être l'avez-vous déjà entendue, mais elle mérite d'être répétée. Voilà que la France, oui celle-là même, qui a posé ses chaînes sur nous autrefois, voit ses propres élites, ses penseurs, ses analystes, tirer la sonnette d'alarme. Ils ne parlent pas de simple turbulence, non. Ils évoquent une disparition potentielle. Rien de moins. Le pays pourrait, selon eux, se transformer, devenir quelque chose d'inconnu. C'est leur propre diagnostic. Et ce n'est pas un discours d'ennemi, mais bien leur mot à eux. Posez-vous une seconde. Et réfléchissez. Si même la France, ce vieux géant qui autrefois nous tenait en laisse, vacille aujourd'hui au bord de l'oubli, alors que peut-on espérer nous autres, ceux qui, à travers les âges, ont porté une culture, une foi, une histoire, et souvent servi de dernier rempart contre les tempêtes qui s'abattaient sur l'Afrique, le monde arabe et l'univers musulman? Si elle l'ex-colonisatrice, tremble notre sort n'est-il pas d'autant plus incertain? C'est maintenant ou jamais. L'heure est devenue de resserrer les rangs. Algériens, Tunisiens, Libyens, Mauritaniens et bien sûr les Égyptiens, unissons-nous sans détour. Former un seul front, solide, lucide, uni. Et cela demande, plus que des mots, il faut du discernement et une réponse claire à l'appel lancé par Sa Majesté. Car oui, le roi n'a cessé de tendre la main. Avec son bagage religieux et son éducation imprégnée de l'islam, il a multiplié les gestes de paix. Dans une douzaine de discours, il a martelé la même chose, fraternité, apaisement. Même lorsque certains chez nous s'égarent en insultes contre nos frères algériens, lui il garde le cap. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et ça, il faut le souligner. Le cercle vicieux continue, et certains s'y accrochent avec obstination. À force de frapper dans le mur de l'autre, on finit tous par se fissurer. Chaque confrontation nous affaiblit davantage, et c'est presque une évidence mathématique. Plus nos défenses craquent, plus les appétits se réveillent. Et croyez-moi, les prédateurs, eux, ne dorment jamais. Leur regard fixé sur nos richesses. Pétrole, ici phosphate, là-bas. Les convoitises sont bien réelles. Et pourtant, face à ces menaces tangibles, certains continuent de camper sur leurs certitudes, refusant de voir plus loin que leur logique de tension stérile. Et voilà que les accusations pleuvent. Le Premier ministre marocain, plutôt que d'apaiser, préfère pointer du doigt. Pour lui, c'est clair, l'Algérie serait à l'origine de tout. La fracture, la crise, l'impasse. Tout serait notre faute. Un récit qui simplifie à l'extrême, mais qui trouve toujours une oreille quelque part. Et pendant ce temps-là, il continue à jouer les illusionnistes. Il annonce fièrement que tout est sous contrôle, que les dégâts se résument à une pauvre tente effondrée. Sérieusement, il sert ce mensonge non seulement aux Marocains, mais à quiconque lui prête l'oreille. Et pendant qu'il fanfaronne, une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait des 120 milliards de dirhams? Où sont passées ces fortunes rassemblées par des mains généreuses, ces dons venus du peuple, ces sacs de farine, ces petits gestes devenus milliards par solidarité? Aujourd'hui, on ne demande pas des promesses, mais des comptes. Qu'on nous dise noir sur blanc ce qu'il est advenu de tout cet argent. Et comme par hasard, voilà Benkiran qui refait surface encore une fois, en moins d'une semaine pour détourner le regard. Son obsession. Attaquer l'Algérie. Toujours. Il pointe du doigt Tebboune. Où est-il? Pourquoi ignore-t-il l'invitation du roi? Pourquoi reste-t-il silencieux, la même ritournelle?
Mais une question demeure. Pourquoi ce silence sélectif ? Pourquoi cette focalisation maladive sur l'Algérie quand tant d'autres ont joué un rôle trouble ? Ceux qui ont laissé les influences étrangères s'installer dans la région, ceux qui ont imposé des visas aux Algériens après l'attentat de Marrakech, ou encore ceux qui ont transformé la frontière en autoroute pour le trafic de drogue pendant que l'armée algérienne chaque semaine saisit des tonnes de poison. Mais ça, apparemment, ce n'est pas un sujet. Pour ce qui est du dossier du Sahara occidental, soyons clairs, comme l'a déjà affirmé Tebboune, l'Algérie ne joue aucun rôle direct dans cette affaire. Elle a volontairement pris du recul, notamment après la dernière décision du Conseil de sécurité. Nous n'avons jamais revendiqué ce territoire. Ce n'est ni notre terrain de jeu, ni notre bataille. Le Sahara occidental, ce n'est pas une invention. C'est un peuple réel, reconnu par les Nations Unies, qui se bat depuis des décennies pour choisir son avenir. Et nous, en tant qu'Algériens, nous sommes simplement là pour accompagner en observateur. S'il doit y avoir un référendum alors qu'il ait lieu, et si Dieu le veut, il viendra. Ce sont les Sahraouis qui doivent trancher, pas nous. Et pendant qu'on parle de tension, n'oublions pas le RIF. Qui n'a pas vu ce fameux documentaire diffusé par la chaîne allemande Die WW ? Il ne se contente pas de raconter, il expose clairement les liens qui unissent certaines factions du RIF, la Kabylie et l'Algérie. Ce qu'il révèle est lourd des alliances douteuses avec des puissances extérieures contre leurs propres concitoyens. Triste réalité mais documentée. Sur la question du Sahara, l'Algérie reste fidèle à un seul principe, que les Sahraouis puissent choisir leur destin. Rien de plus, rien de moins. Ce n'est pas un caprice géopolitique, c'est une revendication de justice. Car oui, la réconciliation est une valeur divine, un idéal que Dieu lui-même nous enseigne. Mais voilà, au Maroc, certains préfèrent tordre le bras à l'histoire. Ils veulent imposer leur propre scénario, réinstaller des populations déplacées et rouvrir les frontières, pas pour l'amour de la paix, mais pour des calculs politiques bien précis. Et comme toujours, la mise en scène est bien huilée. Des influenceurs sont mobilisés pour diffuser un message calibré « Ouvrons les frontières ». Bien sûr, derrière cette jolie formule, l'accusation fuse l'Algérie, et Tebboune en personne, seraient les seuls obstacles au retour à la normale, même refrain, autre voix, toujours la même cible. À les entendre, tout est de notre faute. Ils récitent en boucle « L'Algérie soutient le Polisario »,« L'Algérie bloque la paix »,« L'Algérie refuse le dialogue ». Mais que disent-ils vraiment ? En réalité, nous ne faisons que défendre un droit fondamental, celui pour le peuple sahraoui de décider par lui-même. Et cette posture dérange. Alors on détourne, on manipule et on transforme une position de principe en outil de propagande. Le reste se joue sur les réseaux rumeurs #division. Le décor est planté. Des tensions semées comme du poison dans les veines d'un pays. Aujourd'hui, entre frères, on se regarde de travers. Les mots deviennent des armes. Les réseaux regorgent de commentaires violents, éliminent celui-ci, fait taire celui-là. Ce n'est pas un hasard. Tout est calibré, déclenché par des campagnes numériques, bien huilées, conçues pour faire éclater l'unité algérienne de l'intérieur. Le but n'a jamais été la construction. Il ne s'agit pas ici de bâtir un avenir ni d'unir les peuples. Non. Le plan, c'est la discorde. Dresser les Algériens les uns contre les autres. Semer le doute, enfoncer les lignes de fracture. Certains responsables marocains sont allés jusqu'à soutenir publiquement l'idée d'un RIF indépendant. Benkiran lui-même l'a laissé entendre. Pour eux, la division est une option stratégique. Alors, peuple algérien, tenez bon. Ne baissez pas la garde. L'histoire nous apprend que les nations tombent lorsque leurs fils se retournent les uns contre les autres. La patrie, elle ne revient jamais une fois perdue.
Rappelez-vous, la Syrie. Regardez autour de vous. La discorde n'est pas une théorie, c'est une tragédie vécue. Et dans ce paysage en pleine mutation, entre redéploiement diplomatique, luttes économiques et calculs stratégiques, la région traverse un basculement profond. Les lignes bougent souvent sans bruit. Mais chaque mouvement change les équilibres et redéfinit les jeux de pouvoir. Rien n'est figé, tout est en jeu. Ce que nous vivons aujourd'hui dépasse largement les apparences. Les choix politiques, qu'il s'agisse de visites d'État, de prises de parole officielles, de revirements diplomatiques ou de repositionnements stratégiques, ne sont plus de simples gestes protocolaires. Chacun d'eux s'inscrit dans une fresque bien plus vaste, où le moindre mot, le plus petit geste ou le plus subtil rapprochement devient porteur de sens. Symboliquement, ils redessinent les alliances. Concrètement, ils orientent l'avenir. Une nouvelle ère s'entrelace entre enjeux et stratégie. Les cartes y sont rebattues, à l'échelle régionale et mondiale, énergie, sécurité, rapport de force, guerre, de l'information. Tout se mêle dans un climat tendu mais maîtrisé, où chaque acteur cherche à verrouiller ses acquis tout en grignotant du terrain. Chaque État tente de projeter son modèle de s'imposer comme un pilier crédible face aux crises globales, en misant sur son influence, son message et sa capacité à inspirer les autres. Ce tournant historique révèle une vérité fondamentale. La façon dont les États s'expriment n'est jamais neutre. Chaque mot, chaque déclaration, chaque silence même est scruté, décortiqué, amplifié par une machine médiatique en constante ébullition. Aujourd'hui, l'opinion publique se façonne au rythme des discours officiels et de leur écho dans les réseaux d'information. Et les dirigeants le savent. Ils s'efforcent de projeter une image de stabilité, d'harmonie, parfois même de contrôle absolu, alors que sur le terrain, tout peut basculer d'un instant à l'autre. La diplomatie, elle s'habille d'apparence maîtrisée. Les visites d'État. Ce ne sont plus de simples formalités, mais des mises en scène soigneusement orchestrées pour mettre en valeur des alliances stratégiques. Chaque passage devant les caméras devient une démonstration de continuité politique. Et derrière chaque geste officiel se cache une volonté, inscrire une vision à long terme dans les mémoires wet'suwet'ker collectives, marquer l'histoire, non pas par accident mais par dessein. Derrière le vernis du contrôle se joue d'intenses tiraillements. Ce que l'on voit à l'écran, les sourires bien cadrés, les poignées de main maîtrisées, cachent en réalité des batailles internes permanentes. Entre les ambitions nationales, parfois démesurées, et les pressions extérieures de plus en plus pesantes, les dirigeants jonglent, ajustent, recadrent. Rien n'est figé. La scène régionale, elle aussi, est en pleine métamorphose. Les alliances d'hier se fissurent, de nouveaux rapprochements surgissent, souvent dictés par des intérêts qui se croisent, ou par la simple nécessité de survivre dans un monde en constante mutation. Le jeu mondial lui devient de plus en plus complexe. Alors que les équilibres énergétiques se déplacent, que les grandes puissances renforcent leur influence par l'armement ou les milliards, et que les modèles de gouvernance se livrent une guerre silencieuse, chaque nation cherche la parade. Préserver sa souveraineté tout en profitant des failles du système multipolaire actuel, voilà le défi. Une course à l'agilité diplomatique où chaque faux pas peut coûter cher. Les dirigeants avancent aujourd'hui sur un fil tendu entre deux pôles prudence et autorité. Ils doivent composer avec une équation complexe, montrer une ouverture calculée sans jamais franchir les lignes rouges de l'intérêt national. Le but : se renforcer sans provoquer, s'ouvrir mais sans naïveté. Dans cette danse diplomatique de haute voltige, un autre élément émerge comme incontournable, la stabilité intérieure.
car aucune puissance n'existe vraiment si elle est fissurée de l'intérieur. C'est pourquoi la politique extérieure commence à la maison. Les États l'ont compris, pour convaincre à l'international, il faut d'abord être crédible chez soi. Réformes institutionnelles, projets économiques ambitieux, campagne d'image à l'étranger. Tout cela n'a qu'un seul objectif, rassurer les partenaires, gagner leur confiance et attirer l'appui, qu'il soit diplomatique, financier ou stratégique. Dans ce monde de rapports de force, la légitimité passe par la cohérence nationale. Dans le grand théâtre de la diplomatie, le ton compte autant que le fond. Savoir parler juste éviter les provocations inutiles, entretenir des liens solides avec tous les camps sans jamais basculer dans l'alignement aveugle, voilà l'art que chaque puissance cherche à maîtriser. Et pendant que ces jeux d'équilibristes se jouent en coulisses les grandes puissances, elles croisent le fer dans un silence bruyant. Chaque poignée de main ou désaccord de façade a des échos bien au-delà des capitales. C'est toute la carte géopolitique qui vibre à chaque mouvement. Naviguer entre les blocs d'influence est devenu un sport de haute précision. Pour les États, l'objectif est clair, tirer profit de chaque opportunité sans jamais sacrifier leur marge de manœuvre. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais ce balai discret pèse lourd. Derrière chaque contrat énergétique, chaque traité militaire ou projet d'investissement se cache une logique complexe, un équilibre fragile que les décideurs négocient au millimètre près. La souveraineté aujourd'hui se défend à coups de calculs silencieux. Quand certaines décisions tombent à une vitesse éclair, ce n'est jamais un hasard. Cela reflète une volonté nette, agir avant que les cartes ne changent, anticiper les retournements de situation, et ne laisser aucune brèche aux concurrents dans cette jungle mondiale où la moindre lenteur peut coûter très cher. Il faut capter l'opportunité au vol, réagir avant que la fenêtre ne se referme, et surtout, ne pas subir l'agenda des autres. Car nous sommes à un tournant décisif. Les trajectoires politiques et diplomatiques que nous voyons se dessiner ne sont pas de simples ajustements passagers. Elles s'inscrivent dans une période critique où les choix d'aujourd'hui façonneront la région de demain. Tout dépendra de la capacité des acteurs à sortir des postures figées pour adopter une approche plus lucide, plus inclusive et surtout résolument axée sur la stabilité à long terme. Le véritable défi, c'est l'équilibre. Trouver ce point de convergence entre ce que chaque nation espère pour elle-même et ce que le monde exige collectivement. Il ne s'agit plus de foncer tête baissée dans des confrontations stériles, mais de bâtir des ponts solides, de mettre les peuples au cœur des priorités, pas les égos. Et si cette voie, celle du dialogue lucide, constant et stratégique, est réellement adoptée, alors une nouvelle ère pourrait s'ouvrir, une ère de respect mutuel, de prospérité partagée et d'indépendance réellement respectée. Car l'histoire ne s'écrit jamais par accident. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une suite d'événements sans lien. C'est une mécanique complexe, où chaque alliance scellée, chaque porte ouverte ou claquée, dessine lentement le visage de demain. Et ce que nous décidons maintenant ne pèsera pas seulement sur nous, mais sur ceux qui viendront après. Chaque mouvement laisse une empreinte, et cette empreinte, elle durera.